Le dossier. Et dans ce dossier, on parle migrants cette semaine avec vous, Manon Klein, bonjour. Bonjour Alexandre. Les premiers migrants de Calais devraient arriver à Saint-Martin-d'Air en début de semaine prochaine. La justice a donné son aval. Le démantèlement de la jungle aura lieu lundi prochain. Les habitants du camp seront répartis sur tout le territoire français. En Isère, la préfecture a annoncé que 250 personnes seraient accueillies, 60 à Saint-Hilaire-du-Rosier, une centaine dans une tour de l'Arpège à Saint-Martin-d'Air sur le domaine universitaire. Et on vient d'apprendre ce matin qu'il y aurait une soixantaine de personnes hébergées à Pont-de-Clé. Pour bien préciser les choses, il s'agit d'un hébergement temporaire. Les centres d'accueil et d'orientation où seront accueillis les migrants sont des lieux de transit. Ils doivent permettre de prendre un temps pour déterminer le futur parcours migratoire des personnes hébergées. À Saint-Martin-d'Air, le profil des arrivants est connu. Il s'agit majoritairement d'hommes seuls. Pour les autres communes d'Isère, la préfecture n'a pas donné de précision. On va tenter aujourd'hui d'y voir plus clair. Comment va se dérouler cet accueil et dans quelles conditions ? Je reçois pour en parler Joris Benel, directeur général des services de l'Université Grenoble-Alpes, et Olivier Tirard-Collet, coordinateur de l'ADA, l'accueil demandeur d'asile à Grenoble. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je me tourne vers vous, Olivier Tirard-Collet. Le démantèlement du camp de Calais a été annoncé le 1er septembre par le gouvernement. Moins de 2 mois après, il est effectif. Est-ce que c'est un délai suffisant pour proposer des conditions d'accueil et d'accompagnement optimales ou est-ce que c'est un peu rapide ? Ça nous semble un peu rapide. On ne sait toujours pas exactement combien de personnes sont effectivement logées dans le camp Jules Ferry puis dans la région du Calaisis. Les associations parlent d'environ 10 000 personnes, le gouvernement parle d'un peu plus de 6 000 personnes. Rien que ça, c'est assez compliqué quand même. Les associations avaient déposé un recours qui vient malheureusement d'être rejeté, en contestant la manière dont s'organise cette désinstallation et l'orientation des personnes. Ce qu'il se passe de manière assez générale, c'est que les gens sont réinstallés ailleurs, sans véritablement qu'ils soient ni informés de ce qui devrait leur arriver, des raisons, de ce qui les attend en cas de lorsqu'ils seront réinstallés et hébergés ailleurs, et sans vraiment avoir le choix non plus de le faire. Joris Benel, même question pour vous. Est-ce que la rapidité de la procédure a posé des difficultés à l'université ? Alors la rapidité, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a eu des premiers contacts avant l'été avec le préfet qui était très imprécis puisque c'est une décision gouvernementale qui vient du plus haut niveau. Et avant l'été, on a déjà commencé à s'interroger en écrivant au préfet un ensemble de points d'attention qu'on a souhaité souligner. Je pense notamment à la durée d'hébergement de ces personnes migrantes. Je pense aussi au type de population accueillie. Alors, il faut savoir que, oui, on sait que c'est des jeunes hommes, donc pas des familles, mais pour une simple et bonne raison, c'est que les tours sont composées de petites pièces, 9 mètres carrés, qui ne peuvent pas accueillir par définition des familles. Donc, en fait, c'est les contraintes du bâtiment qui font qu'on accueille des jeunes hommes. Par ailleurs, on s'était aussi interrogé sur la sécurité de ces migrants au sein des tours, puisque il faut aussi protéger ces populations, parce qu'on l'a vu ailleurs, ils ont pu connaître quelques soucis avant même d'arriver. Donc il s'agit aussi de sécuriser les alentours des tours, ce qui sera fait par la préfecture et les services de police, qui sont très attentifs à cela. C'est une inquiétude, ça, justement, par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, à Saint-Hilaire-du-Rosier, où le centre a été attaqué. Est-ce que c'est quelque chose... Oui, c'est une inquiétude pour nous, bien sûr, pour les services de la préfecture encore plus, que d'être vigilants sur les entrées de ces tours et notamment la nuit, pour protéger ces populations-là. Par ailleurs, pour terminer, on a souhaité également avoir une forme de réunion fréquente, un comité de pilotage pour suivre la vie finalement des migrants au sein du campus. Et je dois dire que la préfecture a été très réactive puisqu'on les voit régulièrement, on est tous autour de la table, la mairie de Saint-Martin-d'Air, l'université, la préfecture, les services de police, l'association La Relève qui va s'occuper de ces migrants. Donc je veux dire que la collaboration qui s'est faite au plus tôt est plutôt positive. Ok. Olivier Tirard-Collet, vous travaillez à l'ADA. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement, pour expliquer à nos auditeurs, quelles démarches sont effectuées dans un centre d'accueil et d'orientation comme ceux qui seront installés en Isère dont on a parlé ? Les missions des centres d'accueil et d'orientation, elles ont été définies en plusieurs étapes. Les premiers textes sont sortis en septembre, puis après novembre, décembre. On ne sait pas exactement le nombre de centres, par exemple, qui sont ouverts. Alors, théoriquement, les centres d'accueil d'orientation, ils ont pour mission des centres de répit, de permettre aux personnes qui sont évacuées du Calaisis, d'avoir un lieu dans lequel elles soient logées,
ne pas se retrouver dans les conditions à peu près effroyables que l'on connaissait dans la région de Calais, et d'avoir un délai pendant lequel elles peuvent décider 3 choses au final. Est-ce qu'elles désirent déposer une demande d'asile en France ? Est-ce qu'elles souhaitent faire une demande de titre de séjour sur un autre fondement ? Ou alors est-ce qu'ils souhaitent quitter la France et repartir dans leur pays ? C'est un peu le lieu de la décision, hein, du coup, si je comprends bien. Il y a certaines associations qui reprochaient un petit peu le fait que ce soit des centres de tri, en fait. Là, on peut faire le tri entre bons, mauvais migrants. Enfin, c'est un peu caricatural. Hein, alors, le tri, ça, c'est tout à fait... c'est quelque chose qui est tout à fait... non pas discutable, mais qui est en même temps illusoire. Le tri, il se fait effectivement à partir du moment où les personnes font une demande d'asile. C'est un droit constitutionnel. Le fait de déposer une demande d'asile, n'importe quelle personne a le droit de le faire. Et après, à partir du moment où le dépôt est effectué, l'instruction est faite par l'administration française, incarnée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui prend décision sur chacun des dossiers individuels. Le profil des personnes qui se trouvaient à Calais et qui vont être orientées vers les centres d'accueil d'orientation, y compris celui de Saint-Martin-d'Hers, correspond à des gens qui ont des raisons tout à fait valables de déposer des demandes de protection en provenance de nationalités menacées. D'ici à 3 à 6 mois, quand les migrants auront déposé leur demande d'asile, qu'est-ce qui va se passer en fait concrètement ? Est-ce qu'ils vont partir ? Puisqu'a priori, ce sont des personnes qui majoritairement ne souhaitent pas résider en Isère, mais aller en Angleterre. Oui, alors ça va être extrêmement compliqué d'arriver à le déterminer. Quel va être le choix des personnes qui arrivent ici ? On le saura exactement quand elles arrivent. D'abord, on ne sait pas exactement combien de personnes vont effectivement arriver, parce qu'il y a beaucoup, dans les expériences précédentes, pas mal de personnes ont disparu en cours de route, ont souhaité repartir sur Calais, ont quand même tout tenté pour quitter à nouveau la France et essayer d'atteindre la Grande-Bretagne. Les gens qui arriveront ici vont avoir ce délai de 1 mois pendant lequel ils vont avoir ils vont grosso modo les laisser tranquilles pendant ce temps-là, et ils vont devoir se déterminer au terme de 1 mois, on ne sait pas exactement de quelle manière précisément, s'ils souhaitent déposer une demande d'asile. Et dans ce cas-là, s'ils souhaitent déposer une demande d'asile, ils sont immédiatement orientés vers un centre d'accueil de demandeurs d'asile ou un hébergement adapté. Alors après, il y a des subtilités qui dépendent de la procédure qui sera engagée, mais ça sera des centres d'hébergement destinés à accueillir des demandeurs d'asile. Ils quitteront le centre d'accueil d'orientation. Il est 16h51 sur Radio Campus Grenoble. Je rappelle qu'on reçoit aujourd'hui Olivier Tirard-Collet de l'ADA, association d'accueil des demandeurs d'asile, et Joris Benel, directeur général des services de l'Université Grenoble-Alpes. Justement, une question pour vous, Joris Benel. Justement, que prévoit l'UGA pour accompagner ces migrants ? Alors, l'UGA est une université, comme son nom l'indique, et un de ses cœurs de métier, c'est la formation des étudiants notamment. Et c'est vrai ce qu'il faut dire, c'est qu'on a anticipé déjà, puisque le QF qui forme à la langue française pour accéder à des diplômes universitaires a accueilli plusieurs réfugiés, personnes avec le statut de réfugié, avant l'été. Et d'ailleurs, on avait lancé un appel au fonds participatif pour financer ces formations qui a très bien fonctionné, et on remercie grandement les personnes qui ont participé. Et moi, je dois dire que, au passage, je le dis, je trouve que ce débat est alimenté par des personnes peut-être qui n'ont jamais vraiment parlé avec des réfugiés, parce que moi, je les ai vus, j'ai discuté avec eux plusieurs fois, ceux qui étaient au QF, et je peux vous dire que quand on discute avec eux, on se forge un avis peut-être autre quand on ne connaît pas les situations. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses vraiment horribles, vous le savez. Pour arriver là où ils sont aujourd'hui, ça a été aussi très difficile humainement. Et c'est vrai que toutes les bonnes volontés seront à prendre. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La commu UGA et l'UGA se sont mobilisés, puisqu'il y a une cellule qui a été créée par la communauté Université Grenoble-Alpes et par l'UGA pour suivre finalement et recenser les initiatives étudiantes ou des personnels à l'intention de ces réfugiés. Donc, pour répondre concrètement à la question, il y a 2 types d'accompagnement. Le premier, pour les gens qui en seront, entre guillemets, capables, qui auront le niveau et qui souhaiteront le faire, on pourra éventuellement former à la langue française. Ça, c'est possible. Et par ailleurs, les personnels de l'université et ses étudiants proposeront des initiatives qui pourront être de l'accompagnement
j'allais dire, sociale, de vie quotidienne qui pourrait se faire auprès de ces migrants. Joris Benel, juste une précision, vous parliez d'accompagnement de réfugiés, mais du coup pour les personnes qui arrivent et qui n'ont pas encore le statut de réfugié, est-ce que cet accompagnement-là sera proposé ? Oui, alors donc oui, la réponse est oui. Bien sûr, on ne va pas exclure les gens qui n'ont pas le statut de réfugié. En revanche, c'est clair que quand on parle d'accompagnement, par exemple, à la formation à la langue française, il faut quand même répondre à quelques conditions, et donc ça, forcément, on vérifiera ces conditions, notamment les diplômes du supérieur, la capacité à poursuivre des études pour ceux qui souhaiteraient le faire, etc., etc. Après, on rappelle aussi, vous l'avez très bien fait, que c'est un accueil temporaire. Donc, qui dit accueil temporaire dit des solutions d'accompagnement qui seront forcément temporaires. Les étudiants à Saint-Martin-d'Hères sont plutôt favorables à l'accueil des migrants. On allait faire un tour pour interroger les futurs voisins de la tour Arpège. Et on a interrogé Daniel, Johan et Manon. Et je vous laisse les écouter. Je vous ferai réagir juste après. J'ai envie de les aider, je pense que c'est ça qu'ils ont besoin avant tout, et je pense que ça peut être très enrichissant pour des étudiants qui sont dans un monde complètement différent et qui n'ont pas forcément l'occasion d'être confrontés à des choses aussi dures. C'est pas un truc qui fait peur, c'est pas un truc qui change les habitudes, c'est mieux de les voir loger quelque part que traîner dehors dans la rue sans logement. Je pense que ça fait moins peur aux gens. Faut bien les accueillir en fait, parce que c'est au contraire quand on leur montre des signes de rejet qu'ils vont se sentir rejetés. Faut dialoguer, faut les accueillir et il n'y aura pas de soucis, je pense. Du coup, j'imagine que ça fait plutôt plaisir comme réaction. Bah oui, c'est sûr que quand on voit l'accueil qui a pu être réservé dans d'autres sites, je crois qu'on constate tous les jours qu'il y a une vraie volonté de les accompagner, ça c'est sûr. Concernant les tours de l'Arpège précisément, où seront hébergés les migrants, ces tours sont promises à la destruction parce qu'elles ne répondent plus aux normes. Est-ce que ça veut dire que les migrants vont vivre dans des logements qui sont insalubres ? Alors, c'est pas totalement exact ce que vous dites, puisque c'est pas qu'elles ne répondent plus aux normes, c'est plus précisément, elles ne sont plus vraiment aux standards attendus par les étudiants. Je m'explique. Par exemple, vous avez des sanitaires sur les seuils et pas dans les chambres. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe plus dans les nouveaux logements étudiants qu'on construit. Donc, pour répondre très clairement à la question, c'est propre, c'est pas insalubre. C'est dans les normes de sécurité, incendie, etc., etc. Par contre, c'est plus au standard des attentes des étudiants aujourd'hui. Donc oui, elles allaient être détruites parce qu'on construit des chambres aujourd'hui plus grandes pour les standards, avec les toilettes et sanitaires à l'intérieur, et que ces tours, elles étaient obsolètes en termes de fonctionnement, mais pas en termes de salubrité. D'accord. Je voudrais juste revenir sur les mesures qui sont proposées par l'université pour l'accompagnement. Est-ce que ces mesures sont vraiment pertinentes dans le sens où c'est un accueil qui risque de ne pas durer très longtemps? Si ces personnes veulent repartir vers l'Angleterre, c'est pas un peu compliqué de mettre en place un accompagnement? Alors, compliqué, je sais pas. En tout cas, l'accompagnement, comme le disait tout à l'heure mon voisin de gauche, il faut d'abord savoir qui on accueille, et aujourd'hui, on ne le sait pas précisément. Donc, on s'adaptera à cela. Et par ailleurs, je crois que le plus important, c'est quand même les bonnes volontés et les initiatives qui seront faites, notamment sur l'accompagnement social, que pourront faire très largement les étudiants au quotidien. Ce sera le mot de la fin, justement. Merci beaucoup à vous deux, messieurs. Si on pouvait en parler un peu plus longtemps, il y a de quoi dire en tout cas. Je rappelle, Joris Benel, vous êtes directeur général des services à l'université Grenoble-Alpes, et Olivier Tirard-Collet, vous êtes chargé de mission à l'association ADA, accueil des demandeurs d'asile. Microcité. Jusqu'à 17h. Jean-Marc Morandini fait encore et toujours parler de lui. Mis en examen pour corruption de mineurs aggravée, le présentateur ne fait pas l'unanimité à iTélé, chaîne qu'il a rejoint lundi. Les journalistes de la rédaction sont vent debout depuis le début de la semaine et demandent son départ des studios. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le policier des médias, en quelque sorte s'inquiétait même hier de la pérennité d'iTélé. Et Pierre Cloix, ce sont les annonceurs désormais qui veulent déserter la chaîne. 5 jours. Ça fait 5 jours que la rédaction d'iTélé est en grève. La cause, vous la connaissez tous, c'est l'arrivée de Jean-Marc Morandini à l'antenne et la valise d'accusation qu'il emmène avec lui. Et c'est vrai que le bagage de l'ancien d'Europe 1 commence à peser lourd. Alors normalement, comme la radio, la chaîne d'info de Canal aurait dû se débarrasser de l'animateur sans que personne ne sorte de mouchoir, pour le pleurer, pas pour autre chose. Sauf que Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Canal, responsable entre autres de nous avoir infligé 35 heures de Cyril Hanouna de suite, normalement sur C8 ça prend quand même 2 jours pour arriver à ce total, monsieur Bolloré, il reste droit dans ses bottes. Même quand dans sa rédaction, 117 journalistes ont voté la grève.
Bon, certes, il y en a quand même 2 contre et 11 qui s'abstiennent, ça fait au moins 13 personnes qui ont envie de garder leur boulot. Du coup, on l'a compris, Bolloré, il est solide sur ses appuis, et c'est pas quelques journaleux qui vont le faire dévier de la grande vision qu'il a pour le groupe Canal. De toute façon, s'ils ne sont pas contents, il pourra toujours les remplacer par ses soldats de direct matin. Mais alors, il y a vraiment rien à faire, Pierre, pour le faire changer d'avis. Eh ben en fait si, il y a bien un truc qui pourrait faire céder Bolloré et virer Morandini. Donc on réfléchit, du coup c'est pas la grogne de ces journalistes, non. C'est pas la morale non plus, clin d'œil à Jean-Michel Maire. Non, du coup ce qui pourrait le faire changer d'avis, c'est l'argent. En effet, ça se corse du côté de la publicité sur le groupe Canal. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Il y a des annonceurs qui payent pour passer sur les chaînes du groupe, sauf que la régie de Canal garantit de passer les publicités à certains moments selon un calcul de points, sans pour autant indiquer l'heure précise. Du coup, quand les annonceurs se sont retrouvés à voir leur publicité pendant Morandini Live, on a entendu des dents grincer. La marque de jus de fruits innocents, le groupe AXA, la Banque Populaire ou encore Peugeot, ils se sont tous indignés et ont refusé de voir leur publicité passer pendant l'émission de Jean-Marc Morandini. Mercredi, pendant la tranche, il n'y avait aucune pub sur iTélé, si ce n'est, bien entendu, celle du groupe Canal. Et ça met Bolloré dans la mouise. Eh bien en fait là, il y a un paradoxe, parce que c'est Havas Media, l'une des plus grosses régies publicitaires au monde, qui s'occupe d'ITélé, et Havas Media, ça appartient au groupe Bolloré. Du coup, c'est là que ça devient drôle, le Havas de Bolloré, donc, va appeler tous les annonceurs pour savoir s'ils acceptent de passer pendant l'émission de Morandini, mise sur la chaîne de votre serviteur Vincent Bolloré lui-même. De quoi causer des maux de tête à l'actionnaire majoritaire du groupe Canal. À 3 jours de la présentation de CNews avec des journalistes en colère et des revenus publicitaires qui vont commencer à sérieusement dégringoler, je me demande franchement comment cette histoire va se terminer. Alors si vous y tenez, Morandini sera sur CNews à 9h tous les matins à partir de lundi. Moi en attendant, je vais mettre C8, doit bien y avoir touche pas à mon poste, ça m'évitera de réfléchir. Merci Pierre, et surtout n'oubliez pas vos mouchoirs. L'émission touche à sa fin en quelques minutes, mais avant ça, il est 17h dans Microcité. Retour sur l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Charret. La Cour d'appel de Grenoble rejette le recours des 25 ex-salariés d'Ecopla. Ceux-ci souhaitaient reprendre l'activité de l'usine de Saint-Vincent-de-Mercuse en créant une société coopérative. Un autre appel sera examiné le 3 novembre. Les pastilles anti-pollution seront obligatoires dès le 1er janvier à Grenoble. La mesure concernera tous les véhicules motorisés. Elle limitera la circulation lors des pics de pollution de plus de 5 jours. Et les 3 principaux clubs sportifs grenoblois sont en déplacement ce week-end. Ça commence dès ce soir avec les hockeyeurs des Brûleurs de Loup qui se déplacent chez le leader bordelais. En football, le GF38 affronte Aix-les-Bains demain en Coupe de France. Enfin, côté ballon ovale, le FCG se rend à Newcastle dimanche pour la 2e journée du Challenge européen. Microcité. Et Alexandre, comment est votre météo ? La météo est bonne, Mathieu, en tout cas, jusqu'à samedi dans le département, 16 degrés à Grenoble, 15 à La Tronche et 16 à Mélan. Par contre, dimanche, ça se gâte, sortez les parapluies, il y en aura un petit peu partout, de la pluie, des rafales de vent même jusqu'à 40 km/h feront leur apparition dans l'agglomération grenobloise. Voilà, on finit là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Microcité. Pour ceux qui n'auraient pas pu nous écouter aujourd'hui, le podcast de l'émission est à retrouver sur le site campusgrenoble.org. Moi, je vous dis à dans 2 à dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien.